Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une interview extrêmement dense et passionnante autour de la naturopathie engagée et décoloniale. Pour parler de tout ça, j'ai invité une naturopathe experte dans ce domaine de réflexion, Anne Favier, que j'avais découvert sur Instagram il y a quelques mois. L'épisode est très long, je vous le concède, je l'ai chapitré. Si vous allez dans les notes de l'épisode, vous aurez les chapitres pour que vous voyez un peu où vous en êtes dans votre écoute ou que vous alliez directement au sujet qui vous intéresse le plus si vous êtes pressé. Mais sachez que c'est long parce qu'on est vraiment allé au cœur de sujets très complexes et bon voilà, un podcast c'est un peu comme un livre, on peut le prendre, le reposer, le finir plus tard. Et je voudrais vraiment que vous envisagiez cet épisode comme une véritable masterclass d'éthique de la santé et des médecines alternatives. Si vous êtes naturopathe ou en formation dans ce domaine, je pense que les réflexions apportées ici sont essentielles et je pense que sinon, c'est une bonne occasion pour tous les autres auditeurs de comprendre vraiment ce qu'est la naturopathie, ses enjeux et d'apprendre à conscientiser certaines facettes de nos systèmes de guérison. Aussi, je suis désolée d'avance si le son de ma voix sature un peu au début de l'épisode et à certains moments j'avais mis mon micro un peu trop près en voulant bien faire et j'ai pas réussi à tout rattraper à la perfection, donc j'espère que ça ira quand même. Heureusement, c'est pas moi qui parle le plus dans cet épisode. Je vous laisse avec ce riche échange avec Anne. Bonne écoute. Salut Anne, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Chaudement, mais sûrement. Ouais, bon, je suis super contente de te recevoir sur ce podcast. Tu es ma première naturopathe d'invité sur ce podcast, donc j'espère que tu te sens chanceuse. Je me sens honorée. Trop bien. Je vais te laisser te présenter toi-même, dire un peu qui tu es, ton parcours et un petit peu tes déclics qui ont fait que tu es devenue naturopathe. Et voilà, ce qui te rend fière de toi, quels sont tes combats, etc. Voilà, Ok, je te vaste laisse sujet. te présenter. Alors moi, c'est Anne Favier. Je suis naturopathe, donc j'exerce en cabinet à Lyon. J'ai commencé avec des ateliers que j'espère pouvoir reprendre bientôt. Je fais de la consultation et du massage. Mon parcours, c'est un parcours, après je pense comme beaucoup de naturopathes, on est souvent dans de la reconversion professionnelle. Mmh. C'est un parcours qui est pas linéaire. J'ai commencé j'étais littéraire. J'ai fait Normal Sup en littérature française. Je voulais être prof. Et puis au dernier moment, au lieu de m'inscrire en prépa agrégation, je me suis tournée vers un master de management de projets culturels. Ah! Après, j'ai fait une première vie dans le secteur culturel, donc pendant à peu près 5 ans, où j'ai travaillé dans diverses structures du spectacle vivant. Je m'occupais de la communication, des relations publiques, relations artistes, etc. C'était assez polyvalent. Et je suis quelqu'un de très spontané. Donc il y a un moment dans ma vie où j'ai eu envie de consulter une thérapeute qui fait de la thérapie psychocorporelle, qui m'avait été recommandée chaudement par une amie. Il s'est fait qu'il y a eu un déclic qui m'a permis de prendre un rendez-vous pour voir et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, extraordinaire en fait comme pratique. Donc je suis toujours suivie d'ailleurs par cette thérapeute qui est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Et ça a commencé un cheminement, en tout cas pour moi, dans
qui je suis réellement, profondément, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce qui est plutôt quelque chose qui vient des autres, ce genre de réflexion. Euh, Ok. donc ça a amorcé quelque chose. Et puis je me suis trouvée à avoir quelques jours de congé pour préparer des concours de la fonction publique, rien à voir. Et en fait, ce cheminement, il a explosé d'un coup dans ma tête et je me suis retrouvée à chercher des formations de naturopathie. Et je me suis inscrite. D'accord. En même temps que je passais mes oraux de concours, je m'inscrivais à ma première formation de naturopathie. Donc, ça s'est fait vraiment un peu sur un coup de tête et en même temps, je crois profondément qu'il n'y a rien qui est complètement sorti de nulle part. C'est vraiment une construction. Moi, j'ai toujours été très intéressée par les alternatives à la médecine conventionnelle. J'ai une famille où il y a plusieurs infirmières, aides-soignantes. J'ai toujours baigné un petit peu dans ce milieu et dans les questionnements de qu'on peut faire en dehors. Donc petit à petit, je suis arrivée à cette pratique. Euh, Ok. voilà, donc bah après, je pense que tous les naturopathes ont ce genre d'histoire à raconter. Bah, c'est vrai, moi-même à la base, je pense que j'ai fait un petit peu les mêmes études que toi. J'ai fait médiation culturelle, pareil, gestion de projets culturels et touristiques. Et au bout de 3-4 ans de salariat, ah tiens, en fait, bon, c'est un peu chiant tout ça. C'est ça, exactement. Ok. Et donc, t'as dit que t'avais fait plusieurs formations de naturopathie. Non, je me suis Enfin, informée. t'as dit que t'as fait ta première en fait, Ouais, donc c'était c'est un des ça. plusieurs. Non, j'ai pas fait plusieurs formations de naturopathie, mais j'ai fait ma grosse formation de naturopathie en 2 ans et demi. Tu sais, c'est le format week-end en présentiel. Ok. C'était Et quelle école c'est pour ceux qui l'Arbre sont Rouge. intéressés? C'est Les l'Arbre Rouge. D'accord, l'Arbre C'est une Rouge. école lyonnaise, parce que moi je suis à Lyon, qui m'a bien plu parce que j'ai fait partie de la première promo de cette école. D'ailleurs, elle venait de se lancer. Et c'était le directeur, c'est un ancien formateur d'une autre grosse école. Et lui, il proposait quelque chose de plus familial, entre guillemets, en tout cas à taille un peu plus humaine que ce qu'on pouvait trouver sur les très grosses écoles de naturopathie qui me semblaient un peu trop déconnectées du projet finalement, de D'accord. l'humain. Et donc j'ai fait cette école-là. Et après, je complète toujours par, c'est pour ça que j'ai dit ma première formation, c'est que je complète toujours par des formations pour toujours affiner les choses et se spécialiser aussi petit à petit. Mhm. Donc moi, par exemple, là, je suis en train de suivre des formations de gynécologie holistique, tu vois, ce genre de choses, quoi. J'ai fait une formation aussi autour de la naissance. Voilà, moi alors je me suis plutôt spécialisée dans la périnatalité, donc de D'accord. l'accompagnement de la préconception, fertilité, en passant par la grossesse au postpartum. Et puis, ça c'est une première chose, et une deuxième chose sur l'alimentation végétale, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Moi-même, je suis végétalienne, végane en grande partie. Et je trouve que enfin voilà, je trouve que c'est intéressant sur énormément de points. Ça devient pour moi vraiment capital aussi de mettre en cohérence ma pratique et mes convictions personnelles. Mhm. Donc j'accompagne voilà, les personnes qui souhaitent végétaliser leur alimentation ou qui souhaitent avoir un accompagnement sans jugement par rapport à leur alimentation. Voilà. En naturopathie aussi. Et du coup, je me forme dès que j'ai l'occasion sur le sujet. Ok. Et ça fait combien de temps que tu exerces en tant que naturopathe, du coup? Au final, j'ai créé mon entreprise fin 2017. Ok. Voilà, donc au début, je faisais vraiment que des ateliers, puis petit à petit, j'ai glissé vers la consultation. Ok. Et t'es végétalienne depuis combien de temps et comment ça t'est... C'était quoi le point de départ? Alors, le point de départ, je suis devenue végétarienne en 2011. Et le point de départ, c'était une rencontre.
Je pense que la dissonance cognitive entre le fait d'aimer les animaux et de les manger, elle est quand même présente en fond. Voilà, quand on a vraiment un lien comme ça avec l'animal, quelque part, ça travaille quand même un petit peu, même si on met en place des structures psychologiques pour se protéger. Hmm. Mais j'ai rencontré simplement deux personnes avec qui j'ai loué des liens d'amitié, qui étaient l'une végétarienne et l'autre végane. Et ça m'a intéressée en fait, parce que je suis de naturel assez curieux. Et je me suis intéressée un petit peu à leur alimentation, à leur motivation. Et puis elles m'ont conseillé de visionner certaines vidéos chocs, par exemple, voilà, de me renseigner et tout. Et ça a débuté un parcours, voilà, d'information sur le sujet. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. En fait, j'ai regardé une vidéo qui était quand même assez marquante. Et j'ai arrêté complètement la chair animale à ce moment-là. Ok. Et après, en ayant une conscience quand même tout de suite sur le véganisme, et sur le fait que le fait d'être végétarienne, c'est pas suffisant en fait si ta motivation elle est pour la cause animale, c'est pas suffisant du tout. Et du coup, l'idée c'est que je suis allée vraiment progressivement vers une végétalisation, tu vois, de mon alimentation. J'ai commencé à supprimer les choses qui n'étaient pas essentielles pour moi à la base en produits animaux, et puis en finissant par les choses les plus difficiles très très progressivement, quoi. Voilà. Hmm. J'ai fait ça sur plusieurs années en réduisant le plus possible. Après, je me laisse des marges de flexibilité quand je mange à l'extérieur ou que je suis invitée, parce que ça peut être vite compliqué. Mais globalement, ça va dans le bon sens, ça va de mieux en mieux. On a de plus en plus d'options, les gens sont de plus en plus attentionnés et compréhensifs, donc c'est vraiment très chouette. Ok. Bah, merci d'avoir partagé ça. C'est vrai que les points de départ, en général, il y a trois portes d'entrée, en fait. C'est soit la cause animale, soit l'environnement, soit sa santé. Moi, je me suis dirigée vers une alimentation végétale. C'est bien sûr tous les trois enjeux rentrent en cause, mais moi, c'était plutôt ma santé, genre le déclic en mode, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui va m'aider. Donc ouais, c'est intéressant aussi que tu accompagnes les gens vers une alimentation plus végétale. Euh, pour revenir un petit peu à ce que tu disais sur ta spécialité, du coup, donc on a l'alimentation végétale et aussi du coup la périnatalité et la gynécologie holistique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est? Ça a l'air super intéressant. Alors, la gynécologie holistique, c'est une formation que je suis en train de suivre avec Rite de Femme, que je ne peux que conseiller, qui est une formation de Marie-Pénélope Pérez, qui est d'une très très grande qualité, Ok. et qui permet d'envisager la gynécologie, en tout cas toute la sphère féminine, sous une approche globale. Donc, il y a une grosse partie de cette formation qui est par exemple sur des notions d'ostéopathie, de vraiment travailler le corps aussi. Et je trouvais que c'était assez important euh, parce qu'on a des clés au niveau du corps en naturopathie, mais c'est pas notre cœur de métier d'aller travailler sur des aspects physiques, ou en tout cas on fait pas de manipulation, ce genre de choses. Et je trouve que ça peut manquer parfois. Je travaille personnellement énormément en lien avec des ostéos dans mes suivis. Et du coup, c'est vraiment fascinant d'avoir cette approche-là et de reprendre la main aussi sur sa santé gynécologique, sa santé féminine, à travers des moyens naturels, des moyens aussi très basés sur l'auto-observation de Mhm. son corps, sur des exercices aussi qu'on peut pratiquer en autonomie. Voilà, la gynécologie holistique, c'est une gynécologie qui va remettre la femme au centre de sa santé
et lui redonner aussi le pouvoir, en fait. On n'est plus sur cette hiérarchie avec le médecin qui va nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Là, on va reprendre le pouvoir, on va se mettre à l'écoute de son corps et on va mettre en place les moyens pour rééquilibrer parce que on se comprend, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant. C'est une très belle formation qui est d'ailleurs accessible à tous et à toutes. On peut le faire sans être professionnel de santé ou dans le paramédical ou quoi que ce soit, juste pour Mhm. soi. C'est vraiment très très beau. Et au niveau de la périnatalité, c'est quelque chose qui est toujours en construction parce que c'est très vaste. Euh, mais moi, c'est quelque chose qui me porte depuis presque toujours. Mon expérience en la matière, avec ma grossesse gémellaire qui a été très tumultueuse, euh, m'a donné aussi une espèce d'assise en fait pour me sentir légitime Ok, dans ce domaine et sentir aussi dans mon corps et dans mon expérience à quel point c'est vital. Moi là, actuellement, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir pour des questions de fertilité et ça, c'est une question centrale de nos jours. On a de plus en plus ce type de problématique qui revient pour des problèmes d'ordre gynécologique avec toutes les pathologies qu'on connaît, comme le SOPK, l'endométriose, etc. Et ça, on est dans des maladies de société aussi, hein, des choses qui finalement peuvent très très bien s'accompagner, mais qui sont un petit peu délaissées par le secteur médical conventionnel. Et puis voilà, l'accompagnement de la grossesse, c'est quelque chose qui est vraiment toujours unique et très intéressant. Moi, ce que je conseille vraiment au niveau de la grossesse, c'est de s'entourer de plusieurs praticiens, de mêler les approches pour avoir vraiment une expérience hyper personnalisée. Et le postpartum, qui est le grand oublié de Mhm. ce cycle. Le postpartum, ça dure quand même vraiment au moins 2 ans après la naissance d'un enfant. Et c'est complètement oublié. Une fois qu'on a accouché, on s'occupe de notre enfant, mais plus du tout de la maman. Et c'est crucial, c'est vraiment crucial. Et il me semble vraiment qu'on a notre carte à jouer aussi dans les médecines alternatives ou naturelles, ou comme on veut les appeler, pour accompagner les femmes qui sont un petit peu mises de côté par le secteur conventionnel en la matière. Et j'espère que ça va changer, je pense que c'est en train de bouger, mais vraiment c'est ultra nécessaire. Ok. C'est grave intéressant. Je sais pas si parmi les auditeurs, je pense que j'ai pas mal de gens qui sont dans la naturopathie ou qui s'intéressent un petit peu à la santé au naturel, mais je pense que j'ai pas mal aussi de novices. Et je voudrais juste en quelques phrases que tu donnes un petit peu envie en donnant des exemples un peu concrets de ce que la naturopathie et l'ostéopathie, parce que du coup, moi, l'ostéopathie, ce que ça a à voir là-dedans, du coup, pour moi, c'est un petit peu plus flou aussi. Qu'est-ce que la naturopathie et l'ostéopathie peut apporter à la sexualité, à la gynécologie concrètement pour que les gens puissent tilter en fait et se dire ok, s'il m'arrive ça, si je ressens ça, j'irai peut-être consulter une naturopathe spécialisée là-dedans. Alors concrètement, alors pour faire un point sur l'ostéopathie, moi je suis pas ostéopathe, mais par contre moi je travaille beaucoup en lien avec des ostéopathes. Et ce que je dis toujours aux gens qui est vraiment très important à retenir et à se mettre en tête, c'est qu'un ostéopathe, c'est pas simplement quelqu'un qui va travailler sur les muscles et le squelette. On a tendance à aller voir un ostéopathe parce que on a mal au dos, parce que on s'est coincé le genou, et c'est très bien et ça marche très très bien. Mais les ostéopathes, ce sont des spécialistes de l'anatomie-physiologie. D'ailleurs, généralement en formation de naturopathie, on a un très très gros module d'anat-physio et c'est souvent des ostéos qui interviennent en formation. Ils sont très pointus, ils connaissent le système hormonal qui est extrêmement complexe par cœur. Voilà, c'est des gens qui ont euh, cette expertise-là et qui ont en même temps une vision globale. C'est pour ça que parfois, on peut entendre des anecdotes un petit peu qui font sourire, où on va chez l'ostéo parce qu'on a mal aux pieds, puis il va nous tripoter la mâchoire, et on se dit, mais pourquoi il fait ça? Et en fait, il travaille vraiment sur le fait que tout est lié dans le corps, il travaille sur les interconnexions, euh, et c'est très très intéressant et très efficace. Au niveau de la naturopathie, pour donner des exemples concrets sur
la santé sexuelle, par exemple, ou en tout cas gynécologique. Il y a plein de cas concrets et c'est très fréquent. Enfin, j'ai beaucoup de motifs de consultation qui sont liés à ça. Donc, c'est toutes les pathologies gynécologiques. Donc, on va avoir, j'ai mentionné là, le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, qui pose tout un tas de problèmes. Alors, ça pose un problème de fertilité très souvent, ça pose des problèmes de poids, on a une hyperpilosité, enfin, il y a plein de symptômes qui sont associés. L'endométriose, dont on entend de plus en plus parler, qui est un problème voilà, d'endomètre qui va se déplacer à des endroits où il n'a rien à faire là, et qui crée des douleurs très importantes et aussi des problématiques liées à la fertilité. Le syndrome prémenstruel, que ce soit au niveau émotionnel ou physique. Donc voilà, si avant les règles, on a vraiment en angoisse, en anxiété, pas bien, ou qu'on a mal au sein, ou qu'on a des douleurs très importantes, ou qu'on a des éruptions de boutons, etc. C'est quelque chose qu'on peut très bien travailler en naturopathie. Euh, voilà, ça c'est des exemples très très concrets que je peux donner. Pareil, les règles douloureuses, l'absence de règles, les règles pas du tout régulières, tout ça c'est des choses qu'on travaille en naturo de manière très classique. Enfin, ça fait partie des motifs les plus standards qu'on peut avoir. Ok. Je sais pas si j'ai Et répondu à ta question. ouais, grave. Et ce que je voulais juste rajouter aussi et que tu évoquais aussi, c'est que ce que ça peut apporter aussi, c'est que dans les cas où quand on va chez le médecin, où il n'y a pas vraiment de réponse, où c'est un peu le no man's land et qu'on est un peu ballotté de spécialiste en spécialiste et on nous dit c'est bénin ou c'est rien, du coup la naturopathie et les thérapies un peu plus holistiques vont pouvoir apporter une autre réponse et une autre prise en charge et que les gens en quête de soins soient moins perdus et en mode je sais pas ce que j'ai, mais bon, c'est comme ça, on va rester comme ça, tant pis. Il y a toujours des C'est ça, solutions et de l'espoir. j'ai beaucoup. Ouais, c'est complètement ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont en errance médicale. Mm. Ça arrive beaucoup. Alors, soit une errance médicale parce que il n'y a pas de diagnostic qui est posé, et malheureusement, voilà, on a cette vision aussi de la médecine conventionnelle où il y a des symptômes qui correspondent à des pathologies, mais pas forcément. La médecine ne sait pas tout, c'est toujours en perpétuelle évolution, et il y a des diagnostics qui ne sont pas posés par manque de savoir collectif, des diagnostics qui ne sont pas posés par défaut du praticien qui a été vu. Parfois, le fait de changer aussi de médecin, ça peut changer des choses. Euh, il y a aussi des médecins, parfois, moi j'ai des personnes qui viennent me dire, on m'a dit que c'était dans ma tête, et du coup, il n'y a pas de prise en charge par rapport à ça. Et j'ai tendance à dire, et quand bien même, en fait, c'est dans la tête, c'est aussi dans le corps, quoi. Il y a une manifestation, donc il y a quelque chose de déséquilibré à rééquilibrer, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis aussi, il y a des personnes qui sont pas tellement, enfin, qui sont pas dans une errance médicale par rapport au diagnostic, mais par rapport aux moyens, et où du coup, on va poser un diagnostic, mais sans avoir vraiment de solution à apporter au niveau de la médecine conventionnelle qui travaille plutôt avec de la médication, voilà, euh, Mm. principalement, ou de la chirurgie, ou voilà des moyens, des grands moyens, on va dire, et qui vont pas avoir forcément de moyens adaptés. Et c'est là qu'on peut avoir effectivement notre carte à jouer avec des moyens ou des méthodes naturelles qui peuvent venir combler ce manque-là. Et puis j'ai aussi des personnes qui ont des pathologies assez lourdes, qui sont suivies par le secteur conventionnel et qui viennent en complémentarité, en suivi naturopathique, pour travailler en parallèle. Alors, il y en a qui ont envie de réduire par exemple leur médication, donc on essaye de travailler en parallèle pour pouvoir progressivement, et ça se fait aussi avec le médecin. Donc nous, on travaille progressivement pour voir si on peut pas réduire un petit peu. La personne va chez son médecin, elle évalue, elle fait des analyses avec son médecin et elle peut baisser sa médication, par exemple. Ou alors, quelqu'un qui a un suivi qui est assez lourd et qui a plein d'effets secondaires du fait de son traitement,
et qui va travailler en naturopathie pour tamponner ça et pour se libérer des effets secondaires. On a plein de moyens d'interagir finalement, et c'est ça qui est hyper intéressant. Ok. On va aborder un autre sujet de naturopathie. Moi, je t'ai découvert sur Instagram. J'adore ton compte. Et dans tes posts, j'ai vu que, bon, comme beaucoup de naturopathes, hein, il y a ce sujet qui est pas mal à la mode, que tu n'aimais pas trop employer le terme de détox. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, je n'aime pas ce terme parce que je n'aime pas tout l'univers de la commercialisation et l'univers healthy, entre guillemets, voilà, tout le merchandising qu'il y a autour de la santé. D'un côté, c'est intéressant parce qu'il y a un côté, voilà, c'est plus tourné vers le grand public, voilà, c'est plus accessible, les personnes se rendent compte qu'il existe des choses. D'un autre côté, pour moi, c'est vraiment trop marketé. Et le terme de détox, il est trop marketé pour moi. Et finalement, dès que quelqu'un vient me parler de détox, dans la tête de la personne, ça va être qu'il faut faire une cure de jus ou qu'il faut prendre des choses finalement. Il va falloir aller Mmh. prendre tel complément alimentaire à la mode ou tel truc. Ça me déplaît sur le côté marketing parce que finalement, on peut très bien faire du nettoyage avec des moyens très simples, peu coûteux, accessibles à tous. Et puis, il y a aussi le côté... bon, bah, si on reprend la logique de la détox, c'est un petit peu, bah voilà, je fais ce que je veux toute l'année, et puis à un moment donné, je vais aller nettoyer Mmh. toutes les saletés que j'ai ingérées, au lieu de travailler sur une hygiène de vie globale, où, voilà, toute l'année, on va avoir une hygiène plutôt constante, et on va pas avoir besoin de faire des gros moments de détox où ça devient drastique, et ça... Pour moi, cette idéologie de la détox, elle entretient et elle vient soutenir l'idéologie de la diète culture. Et c'est très problématique. Mmh. C'est cette idéologie qu'il faudrait se nettoyer, qu'il faudrait faire le vide, mais finalement en prenant des choses, Mmh. voilà, au lieu d'avoir un travail constant. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que en naturopathie, on va construire une hygiène de vie. Et l'objectif, c'est que ça soit une hygiène de vie pérenne, que la personne garde jusqu'à la fin. Donc il faut vraiment se dire, c'est pas un régime comme on envisage les régimes alimentaires, où on se dit, voilà, je fais ça pendant un temps et puis après c'est bon. Non, en fait, c'est quelque chose qui doit être tenable toute la vie, c'est quelque chose qui met une structure, qui met un équilibre dans sa vie et qui est aussi flexible. On est des êtres vivants, on est organique, on est fluctuant, on vit dans un environnement qui est aussi fluctuant. Et du coup, les choses fluctuent. On n'est pas dans voilà, un programme strict qu'il faut absolument maintenir tout le temps. Ça bouge, c'est un petit peu, j'aime bien donner l'image de l'élastique. Ça se détend, Mmh. ça se resserre, ça se détend, ça se resserre. Et voilà, on est plutôt dans le fait de trouver son équilibre, et un équilibre qui peut évoluer dans le temps court ou dans le temps long, plutôt que d'avoir cette espèce de structure rigide où il faudrait manger comme ça, il faudrait faire ça à tel moment, et du coup, là, je fais une détox avec un jus de machin, un complément de spiruline, un truc de sève de bouleau et machin. Enfin, pour moi, c'est juste contre nature, en fait. Ça va à l'encontre de, de notre caractère très organique. Donc c'est pour ça que j'aime pas. Donc il y a plein de raisons. Et je trouve qu'on se trompe en fait quand on utilise ce terme. C'est pour ça que je l'utilise pas. J'utilise plutôt des termes comme un nettoyage par exemple. Euh, ou alors le rééquilibrage, malheureusement le rééquilibrage alimentaire, il a été aussi perverti ce terme par la diète culture. Il y a beaucoup de Mmh. personne de coach qui utilise ce terme pour finalement parler d'un régime. C'est pas du tout pour moi ce qu'on est censé faire en naturopathie en tout cas. En tout cas, c'est pas ce que Mmh.
moi je propose. Mais voilà, je préfère parler de nettoyage et c'est des choses qui se font tranquillement, sur le long terme. Pareil, la détox, cette idée de la détox, c'est aussi quelque chose de très fort, très court. Et pour moi, c'est pas une bonne idée non plus. On met le corps en choc. On met le cerveau aussi en état de crise Mm. et ça peut créer vraiment des gros problèmes sur le long terme. C'est problématique aussi pour les personnes qui ont par exemple des troubles du comportement alimentaire. On peut vraiment venir les déclencher avec ce genre de méthode. Donc vraiment, vraiment grosse précaution par rapport à ça et plutôt travailler tranquillement, progressivement, sur le long terme, en naturopathie. On essaye aussi d'y aller doucement parce qu'on essaye d'éviter ce qu'on appelle les crises de guérison ou les crises d'élimination qui peuvent ressembler à des maladies, hein. On peut avoir par exemple de la fièvre, de la diarrhée, de fatigue intense, Mm. de la nausée, etc. Et c'est simplement que le corps va éliminer, mais trop violemment euh, d'un coup. Alors que si on travaille très progressivement, tout doucement, en accompagnant les gens, on peut avoir le même processus de nettoyage, mais beaucoup plus doux et sans inconvénients. Donc vraiment, ouais, pas fan de la détox. C'est super intéressant et c'est hyper bien d'avoir ce discours, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que cette diète culture et que ce truc de détox, c'est bullshit, mais qui le confondent, en fait, avec ce que font les naturopathes. Et du coup, tu sais, quand j'ai dit à mes potes que je commençais des études en naturopathie, c'est ah ouais, tu vas nous refourguer des compléments alimentaires tout le temps. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc où ouais, bon, est-ce que je vais aller voir une naturopathe? Bon, elle va me prescrire des compléments alimentaires. Bon, puis ça va rien m'apporter. Alors que la naturopathie, c'est une prise en charge globale pour faire un changement dans son quotidien, dans sa vie et dans son état d'être en général, quoi. Donc et ce qu'on nous vend avec la détox, c'est le contraire. Donc voilà, juste trop cool qu'on puisse évoquer ce discours-là ici et rappeler tout ça aux gens. C'est vrai que après moi j'ai aussi beaucoup, enfin j'ai récupéré aussi plusieurs personnes qui sont déjà allées voir des naturopathes et qui sont sorties avec des très grandes listes, tu vois, de compléments alimentaires, Mm. tout ça. Et l'écueil de la naturopathie, je dirais, c'est que on est dans une profession qui est pas réglementée. Donc il y Mm. a vraiment tout. Il y a des personnes qui sont formées, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui sont formées en ligne sur finalement un temps très court, sur zéro présentiel, alors que la naturopathie, c'est beaucoup d'humains. On a des gens qui sont en présentiel, mais après, d'une école à l'autre, il peut y avoir des discours très différents. Voilà, il y a cette espèce de flou artistique qui fait qu'un petit peu tout est possible. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui prennent l'étiquette de naturopathe alors qu'ils font de l'allopathie verte. C'est-à-dire qu'ils vont Mm. faire la même chose qu'un médecin, mais avec des choses naturelles. Donc, pour expliquer, la naturopathie, c'est une discipline qui est causaliste. Donc, on va aller essayer de comprendre. C'est pour ça que les consultations sont très longues. C'est qu'on essaye de collecter un maximum d'informations pour essayer de comprendre d'où viennent les déséquilibres des personnes, de remonter vraiment le plus loin possible à la cause, alors que la médecine conventionnelle, notamment, on est plutôt sur de l'antisymptomatique de manière générale. Je ne veux pas généraliser sur les médecins parce que je Mm. parle vraiment de la médecine conventionnelle et pas des médecins où là on peut avoir des très 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 grandes variations de discours et d'approche et de pratique. Euh, mais du coup, on peut aussi avoir des personnes qui prennent l'étiquette de naturopathe et puis qui vont faire la même chose, mais au lieu de donner un médicament, ils vont donner une plante par exemple. Ça c'est aussi très possible. Mais pour moi, c'est pas ça la naturopathie. La naturopathie, c'est on peut utiliser des plantes, effectivement, mais c'est pour aller travailler sur la cause et ensuite, par effet de domino, tout va se remettre en place. Et sinon, ça veut dire que à toute ma vie, il va falloir que je prenne telle plante pour que ça se maintienne. Au final, j'aurais pas réglé le problème. Donc ouais, c'est cet écueil-là, effectivement, et on a encore cette image très associée aux compléments alimentaires. Et on est aussi très sollicité, hein. Dès qu'on s'installe en tant que naturopathe, on est hyper sollicité par exemple par les labos.
pour faire des partenariats, pour vendre Mm. des compléments, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui relève de l'éthique personnelle et professionnelle. Mm. Moi, je conseille des compléments, mais je conseille des compléments pas systématiquement, jamais sur le long terme, et toujours pour aller travailler sur une cause spécifique, sur un temps finalement assez court pour équilibrer. Mm. Ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui va, en tout cas, c'est une image et c'est une pratique qui va se structurer avec le temps, parce qu'il est quand même fort probable qu'à un moment donné, l'État mette son nez là-dedans, comme ça a été le cas pour l'ostéopathie, et réglemente un peu les choses, ce qui pourrait pas faire de mal. Mais en tout cas, c'est aussi pour ça, et on n'insiste jamais trop là-dessus, qu'il faut choisir vraiment ses thérapeutes. Et que Mm. souvent, c'est plus la question de quel thérapeute plutôt que de quelle thérapie. Et j'aurais Mm. tendance à dire que vous alliez voir un naturopathe, un médecin chinois, un médecin ayurvédique, tout type de médecine alternative, le plus important, c'est que la personne vous convienne et qu'elle ait un discours qui semble cohérent. Exactement. Et aussi, avant d'aller consulter un thérapeute de médecine alternative, se dire qu'on va pas nous donner une recette miracle qui va nous faire aller mieux tout de suite. Il faut se dire qu'on va prendre la responsabilité de notre santé, on va pas nous donner des pilules magiques naturelles, mais que en fait la seule chose qui peut nous aider et qui peut nous guérir à la source, c'est nous-mêmes et notre mode de vie. Donc il faut vraiment y aller aussi en mode ok, il va falloir que je me relève les manches et que je bosse sur moi-même, quoi. Mm, Donc voilà. complètement. Euh, Sur ton compte Instagram, tu parles de santé décoloniale. Euh, Comment le sujet du colonialisme est arrivé dans le milieu de la santé? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, bah en fait, le colonialisme, il a toujours été dans le milieu de la santé, on va dire. Que la santé occidentale conventionnelle, c'est un système qui s'est construit sur un système colonialiste. Euh, le capitalisme s'est construit sur un système colonialiste. En fait, quand on remonte vraiment sur une grande partie des systèmes qui structurent notre société actuellement, on est sur une origine coloniale esclavagiste. C'est un petit peu ce qui a structuré un petit peu toute notre société. Moi, j'ai eu une espèce de prise de conscience par rapport à ça, parce que, encore une fois, j'avais des causes personnelles très fortes, comme le féminisme, par exemple, l'antiracisme, l'écologie, et jusqu'à maintenant, j'arrivais pas trop à faire le lien avec ma pratique professionnelle. Et puis, je pense que comme beaucoup de personnes racisées, il y a eu la vague George Floyd. Hmm. Et la vague George Floyd, ça a un peu réveillé tout le monde. Alors, quand on est racisé, on est au courant des violences policières. En tout cas, on prend la mesure. George Floyd, ça n'a pas été tellement différent de plein d'autres noms. Mais ce qui a été différent, c'est le retentissement mondial que ça a eu. Je pense que c'est arrivé dans un contexte très particulier, dans un climat très particulier qui fait que ça a pris une ampleur extraordinaire. Et d'un coup, c'est pas tellement que des voix se sont élevées, c'est qu'on a commencé à écouter ces voix-là. Et ça m'a permis, moi, sur le plan personnel, de réaliser à quel point je pouvais finalement faire le lien, en fait, entre mon militantisme personnel et ma pratique professionnelle, et à quel point c'était justifié, et à quel point je pense que les personnes qui me suivent en avaient besoin. Euh, donc, pour en revenir au colonialisme, à la santé, en tout cas, ce que j'ai eu envie d'appeler la santé décoloniale, c'est que quand on regarde un petit peu, petit à petit, j'ai fait toute une série de posts sur Instagram à ce sujet, et ce sont vraiment des posts pour lancer des pistes de réflexion parce que c'est extrêmement vaste. On se rend compte que notre système de santé est construit sur un colonialisme.
et ça pose énormément de problèmes à l'heure actuelle, et c'est très important que les personnes qui empruntent un parcours de santé en aient conscience pour éviter tout un tas d'écueils. Par exemple, dans la gynécologie, on a expérimenté sur des femmes noires esclavagisées euh, les techniques de gynécologie moderne. Donc elles ont été vraiment torturées pour qu'on comprenne le fonctionnement du système reproducteur. Elles ont été disséquées, on a expérimenté tout un tas de choses sur elles. Et c'est de là que viennent nos savoirs, nos connaissances. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est important de reconnaître que ce système de santé-là, il s'est construit sur quelque chose de très oppressif. Et ça nous permet de comprendre euh, à quel point on a des relents de ça dans notre système actuel et de les déconstruire. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple des femmes noires, alors on n'a pas de statistiques en France, puisqu'on n'a pas de statistiques raciales en France, mais quand on regarde aux États-Unis, là on a des statistiques qui sont très parlantes, et en tous les cas, même sans statistiques, on peut écouter la voix des personnes concernées, où on a par exemple euh, la problématique de la femme noire forte qui ne ressent pas la douleur. Donc on va avoir des prises en charge par exemple de femmes noires, soit par exemple enceintes avec à qui on va pas proposer d'antidouleurs pour l'accouchement par exemple, ou de femmes noires qui vont se plaindre de douleurs qu'on va pas croire. Euh, Hmm. Ça, c'est un relent de colonialisme. C'est ce qu'on peut appeler du néocolonialisme. Donc, c'est hyper important d'aller déconstruire tout ça pour comprendre un petit peu comment c'est fait, euh, comment on peut aussi réfléchir à construire quelque chose de nouveau. Un exemple que j'aime bien donner aussi et qui est hyper important, c'est des, c'est le, ah, pardon, excuse-moi. C'est les analyses biologiques, les analyses médicales, quand on va faire une prise de sang, en fait, on a toujours une petite colonne avec le référentiel de ce qui est normal. On a la petite fourchette, voilà. Entre telle valeur et telle valeur, c'est normal. Il faut savoir que ça, c'est un référentiel blanc et plutôt masculin, puisqu'on a considéré avec l'universalisme que le référent universel, c'est l'homme blanc finalement. Et ça pose tout un tas de problèmes pour les personnes racisées et aussi pour les femmes. Par exemple, pour les femmes, quand on va faire des analyses pour le fer, par exemple, on a toujours des taux de ferritine très bas quand on est une femme, alors que Hmm. les hommes, ils ont l'air toujours plus en forme. Mais parce qu'en fait, quand on est une femme, c'est normal d'avoir des taux plus bas parce qu'on a nos règles tous les mois et qu'on perd du sang, etc. Donc, finalement, la normalité pour une femme va pas être la même normalité que pour un homme. Pour les personnes noires, par exemple, ça va être le taux de globules blancs qui va être complètement hors norme sur une analyse médicale, et c'est normal. Il n'y a pas du tout les mêmes taux, Hmm. c'est pas du tout le même référentiel. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. C'est hyper important de le savoir aussi en tant que personne dans un parcours de santé, parce que malheureusement, actuellement dans le parcours de santé, on est sur quelque chose qui est assez infantilisant, assez hiérarchisé, où voilà, on a la posture du médecin qui va nous dire quoi faire et puis nous on suit finalement. Et comme tu disais, ce qui est intéressant en médecine naturelle et en naturopathie, c'est que on engage vraiment les personnes à prendre les choses en main et à prendre leur part de responsabilité aussi dans leur parcours de santé. Et je pense que c'est quelque chose qui est appliqué à la médecine conventionnelle aussi, parce que les médecins, ça commence à venir, ils sont de plus en plus bousculés. Moi, j'en discutais avec le pédiatre de mes enfants, qui me disait, bah maintenant, les parents, alors c'est plus marqué quand on est parent parce que ça nous concerne pas directement, ça concerne nos enfants, donc on a aussi cette capacité-là à avoir un petit peu plus de recul et avoir un peu plus de vigilance aussi. Mais il me disait, voilà, les parents maintenant, ils viennent et avec des études presque, voilà, ils me disent, voilà, moi j'ai dit tel truc, je suis pas d'accord sur ça, pourquoi vous lui donnez ci, et puis pas plutôt ça, etc. Et bon, lui, c'est un très bon pédiatre qui disait, bah, c'est super intéressant, ça nous permet de nous remettre en question
et ça permet aussi d'avoir un échange avec les parents et de leur expliquer les choses plutôt que de leur dire les choses. Au lieu de dire vous allez faire ça, leur dire vous allez faire ça et voilà pourquoi vous allez faire ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est adapté, etc. Et je pense que c'est vraiment hyper important, hyper crucial d'avoir ces clés, parce que par exemple, si on est une femme racisée et qu'on a des analyses sanguines à faire, et ben, il faut le savoir, ce genre de choses, pour si on tombe face à un médecin qui n'est pas forcément au fait, de pouvoir nous-mêmes rectifier le tir, on va dire, et en tout cas être vraiment acteur et actrice de notre santé. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. La question du colonialisme et de la santé, c'est hyper méga vaste. Et ça se retrouve encore maintenant, enfin voilà, de nos jours. On parle du colonialisme, on parle des racines qui sont plongées dans l'esclavage, mais la question, elle est pas finie, hein. Mm. Aujourd'hui, on est toujours dans les mêmes problématiques, on est dans des problématiques liées à l'exploitation aussi d'un certain nombre de personnes qui sont très souvent racisées, qui créent aussi tout un tas de problématiques de santé. On a le scandale du chlordécone, par exemple, aux Antilles. Mm. Et pas que, en fait, on retrouve tout un tas de problématiques exactement du même acabit un peu partout dans le monde. Et je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener collectivement euh, pour trouver des alternatives, pour essayer de déconstruire des systèmes et de construire aussi nos propres systèmes euh, de valeurs, en tout cas en accord avec nos valeurs et nos besoins. Ok, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et d'avoir aussi bien expliqué. Effectivement, c'est un sujet vaste, mais je pense que tu as amené quand même pas mal d'exemples qui permettent de se faire une vision quand même assez claire et qui donnent un petit peu envie de remettre en question certaines choses. Et effectivement, ben, si les gens ont envie de se pencher un peu plus sur le sujet ou d'aller voir d'autres exemples, du coup, je leur conseille d'aller voir ton compte. Et on mettra aussi dans les notes du podcast éventuellement, je pense que tu as d'autres comptes à conseiller ou d'autres sources, d'autres médias qui pourraient éventuellement avoir des actualités qui peuvent voilà, participer à ce qu'on s'éclaire tous un petit peu plus. Complètement. Il y a énormément de gens à suivre sur ces sujets et quand on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est très très intéressant. Cool. Et en fait, le premier de tes posts sur lesquels j'étais tombée et qui avait fait que du coup après je t'avais suivi et que voilà, c'était t'avais fait une vidéo sur la décolonisation des plantes et c'est vrai que j'ai essayé de parler de ça à des gens et c'est là mais attends mais quoi, enfin comment, attends, quel rapport? Donc voilà, si tu peux vite faire revenir sur ce truc parce que ça m'avait bien marqué, c'était super pertinent et puis avec le temps maintenant, je suis là mais oui, mais attends, mais c'est quoi déjà cette histoire? Bah, en fait, finalement c'est très drôle parce que moi j'ai parlé des plantes parce que c'est une grande mode en ce moment d'avoir des plantes exotiques Mmh. chez soi. Moi-même j'en ai énormément et finalement c'est un petit peu comme tout, on fait les choses sans réfléchir en fait, enfin, sans chercher à déconstruire ce qu'il y a derrière. Et quand on se penche un petit peu sur la question, c'est comme tirer un fil, toute la pelote vient. Donc j'avais fait cette Mmh. vidéo effectivement sur Instagram sur plantes et, euh, et décolonialisme. Parce que je m'étais rendu compte, le point de départ de ça, c'est que je m'étais questionnée sur le nom des plantes. Le Mmh. nom des plantes décoratives qu'on a chez nous. Parce qu'effectivement, quand tu commences à vouloir un petit peu collectionner, entre guillemets, ou que tu recherches tel type de plante, tu as besoin du nom, et notamment du nom latin, pour trouver. Et donc, j'avais donné dans cette vidéo l'exemple d'une type de monstera. Et c'est ça, c'est quand tu tires le fil, tout vient. Donc, la monstera dont je parlais, c'est la monstera adansonii, ou Monstera Monkey, par exemple. En anglais, ils appellent ça Swiss cheese. Donc c'est une petite liane avec des petites feuilles trouées. Et en fait, je m'étais questionnée, mais Adansoni, ça vient d'où? Et en fait, ça vient d'Adanson et ça vient de la personne qui aurait découvert cette plante. Et donc, on Mmh. est toujours dans un regard colonial, c'est-à-dire qu'on va nommer la plante avec le nom d'une personne qui n'est pas du territoire d'origine de cette plante,
qu'il aurait découverte entre guillemets, alors qu'en fait il a découvert d'un point de vue occidental, mais cette plante elle était toujours là et les personnes autochtones la connaissent très bien et probablement lui donner un autre nom. Après, son nom, Monstera Monkey, j'étais tombée sur un texte aussi sur internet où il y avait toute une fantasmagorie de la part de la personne qui imaginait des petits singes dans la forêt, se cacher derrière les feuilles, etc. Il y a toute cette exoticisation de la plante qui est la même que la fétichisation finalement des peuples associés. Et du coup, on peut faire des liens très intéressants par rapport à ça. Donc voilà, je questionnais en tout cas ce regard blanc et ce regard européano-centré par rapport aux Mm. plantes tropicales. De même que la question de la propriété, en fait, puisque je l'évoquais légèrement tout à l'heure, le capitalisme puis ses racines dans le colonialisme. Et du coup, il y a un côté où on crée tout un marché très très lucratif des plantes exotiques, mais qui se fait sur le dos de qui finalement? Puisque ces plantes exotiques, elles viennent d'endroits qui ne sont pas en Europe et qui ne bénéficient pas de tout ce commerce très très lucratif. C'est d'ailleurs très difficile d'arriver à trouver exactement d'où elles viennent et les processus de culture. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très opaque dont je me suis rendu compte dans mes recherches. Euh, voilà, donc c'était toute cette réflexion-là que je me permettais d'avoir. Ce commerce-là, on peut faire le parallèle avec effectivement les grands explorateurs euh, Mm. des 17e, 18e siècle, qui allaient découvrir entre guillemets une plante et en ramener un spécimen, notamment par exemple pour le roi de France. Et puis finalement, après, on a des grandes collections qui se créent, mais sans l'accord de personne, finalement. Et ça, c'est un parallèle qu'on peut faire. Je pense qu'on peut prendre n'importe quel sujet et en tirer les mêmes conclusions. Donc, c'est une invitation à se poser des questions. Et cette réflexion naissait aussi d'un questionnement, enfin d'un petit échange que j'avais eu en story sur Instagram, où je disais qu'il m'arrivait de voler, entre guillemets, des plantes, c'est-à-dire de passer dans des endroits et de couper des morceaux de plantes pour faire des Mm. boutures. Et voilà, je questionnais mon audience en disant est-ce que c'est volé ou pas de faire ça. Mm. Et je pense que c'est vraiment intéressant de se poser la question en fait, parce que de se poser la question de la propriété du vivant aussi, de se poser la question de l'origine des choses qu'on achète, des conditions de production, etc. C'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Ouais, c'est très vaste et très complexe, même très érudit. En fait, moi, tout ça, ça me passionne parce que j'ai fait un master d'anthropologie où j'avais des cours d'anthropologie de la santé, du corps, des systèmes thérapeutiques et de cette dualité en fait médecine allopathique, médecine traditionnelle et toute cette histoire de colonisation, etc. Et d'ailleurs, je pense que je vais réfléchir à comment faire un épisode qui soit vraiment dédié à ça. Peut-être qu'il faudrait vraiment que je me replonge dans mes cours ou alors que j'invite ma prof de fac de l'époque, je pense, pour reparler de tout ça. Peut-être il y a peut-être des études ethnographiques en cours sur ces sujets, sur l'appropriation de techniques naturelles et traditionnelles dans la naturopathie actuellement, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça me passionne. Et je pense aussi que c'est important en tant que thérapeute contemporain de remettre de la conscience aussi dans tout ça. Et même en tant que consommateur, en fait, de tout ça. Donc, trop bien. Et du coup, en tant que thérapeute de médecine alternative, de médecine traditionnelle, quand on n'est pas issu des cultures, par exemple, moi j'ai envie de me former aussi à l'Ayurveda, comment, selon toi, on peut faire pour, pratiquer ces médecines issues, par exemple, de l'Inde ou de la Chine, sans faire d'appropriation culturelle?
surtout quand on publie du contenu et du savoir. Voilà. Alors, c'est un vaste sujet, l'appropriation culturelle. C'est souvent un sujet qui déchaîne les passions. Mmh. Euh, donc, On en parle aussi beaucoup dans le yoga, dans les profs de yoga, et cetera. C'est un sujet. c'est un gros Je pense que sujet ça peut qui revient de s'étendre plus en aussi sur les plus. thérapies, ouais. Effectivement, complètement, et ça fait partie des choses qui m'ont questionnée aussi dans mon choix de médecine alternative. J'ai été aussi attirée par la naturopathie, par le fait que voilà, ça soit une médecine qui soit pas chargée culturellement, comme peut l'être l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. Alors, ça dépend un petit peu la définition qu'on donne de l'appropriation culturelle, mais pour moi, la définition de l'appropriation culturelle, c'est de récupérer un élément issu d'une culture autre que la sienne et une culture opprimée, euh, et d'en tirer profit. Mmh. Alors après, c'est là où il peut y avoir un spectre assez large selon la définition qu'on donne du profit. Est-ce que c'est un profit financier? Ça peut être aussi un profit de communication, tu vois, ou d'ego, par exemple, hein. Ça peut être très 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 large. Mais en tous les cas, c'est important de se poser la question et d'avoir ce souci-là, parce que le problème de l'appropriation culturelle, c'est qu'on va perpétuer un système colonialiste, néocolonialiste, d'oppression, où on se retrouve avec un gros paradoxe, où on a des personnes qui sont héritières d'une culture opprimée et qui vont subir des discriminations par rapport à leur culture, ou qui sont issus d'une culture qui a été vraiment très mise sous silence, où on a puni les gens pour leurs pratiques, etc. Et on va se retrouver avec une remise au goût du jour par des personnes blanches, ou par en tout cas une occidentalisation de la pratique, et où le truc devient un énorme hit, et Mmh. on va finalement faire beaucoup d'argent et tout le monde va dire que c'est génial et tout, alors que au moment où c'était pas pratiqué par des blancs, c'était pas du tout génial, et on allait au mieux se moquer de la pratique, au pire réprimer les gens pour cette pratique. Donc c'est ça qui est problématique. L'appropriation culturelle, ça s'étend à énormément de plans. Donc, de toute façon, ma réponse, elle va fonctionner pour un peu tout, hein, que ça soit le Mmh. secteur de la santé ou autre chose. Mais pour moi, ce qui est vraiment très très important, c'est cette notion de profit. Et c'est ça la question centrale. Donc effectivement, si tu te formes à l'Ayurveda et que tu es blanche, tu vas tirer profit effectivement de cette pratique, puisque tu vas donner ensuite des consultations, tu vas retirer de l'argent, enfin tu vas créer un business, si je peux me permettre l'expression, là-dessus. Euh, Après, bon bah malheureusement, c'est inhérent à la pratique, tu vois. Mmh. Euh, pour moi, ce qui est très important quand on s'engage dans ce type de formation et qu'on a envie d'utiliser ce type de pratique, c'est premièrement d'avoir du recul par rapport à ça et d'avoir déjà premièrement conscience de ça. Mmh. Deuxièmement, c'est d'aller vraiment se former auprès de personnes concernées, parce que là aussi on a la notion de profit qui va revenir aussi aux personnes concernées. Et ça, c'est Mmh. hyper important de ne pas rentrer dans des circuits de formation qui sont encore une fois très occidentalisés et très dans un entre-soi. Et on a une notion de transmission qui est quand même plus authentique. C'est aussi très important de faire attention de ne pas dévoyer la pratique. Et pour ça, il faut avoir une connaissance quand même très approfondie de la culture Mmh. d'où elle vient. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, dans ce que tu disais, là où c'est un petit peu plus simple, quand tu parlais finalement le fait de communiquer beaucoup sur ce type de pratique, c'est que là, c'est très simple pour moi. Il suffit de citer des sources Mmh. originaires, tu vois, de la culture.
pas avoir un discours où voilà, on va expliquer les choses et puis sans aucune source, et on a l'impression que ça émane de toi, que tu as tout inventé finalement. Et c'est comme dans tout, hein, on cite ses sources. Mais d'aller citer les sources originelles, d'aller inviter les personnes à découvrir des gens qui portent ces cultures-là, et d'aller les remettre au centre finalement. Mmh. Parce que un problème, c'est un problème de voix en fait. C'est un problème plus d'écoute que de voix, où on a les voix des personnes racisées qui sont très très étouffées dans le discours ambiant, et c'est très difficile de se faire entendre. D'ailleurs, c'était intéressant, il y a un mouvement qui est un petit peu passé plus inaperçu en France, j'ai l'impression. Il y a eu Black Lives Matter comme hashtag sur les réseaux sociaux. Mmh. Et puis il y a eu Amplify Melanated Voices. Et ce hashtag, il a été moins populaire que Black Lives Matter, mais en gros, c'était l'idée de quand on est par exemple un créateur de contenu blanc, d'aller mettre en avant des personnes racisées, d'aller faire découvrir leur travail, de se mettre aussi un petit peu en retrait pour plutôt relayer et amplifier ces voix-là. Et je pense que ça peut être une super voix aussi quand on se dit, ben voilà, je vais utiliser une pratique très ancrée culturellement, qui n'est pas ma culture d'origine. Comment je peux Mmh. faire pour rendre à cette culture? Mmh. Et rendre à cette culture, pour moi, c'est lui être fidèle et pas dévoyer son message ou occidentaliser son message à outrance, et aller amplifier les personnes qui sont directement originaires de ces cultures-là. OK. C'est super intéressant. Je suis super contente de comment tu as bien expliqué les choses d'une façon claire, en mettant clairement des concepts et des mots de vocabulaire très simples, à comprendre et bien structurés. Je pense que on apprend tous plein de choses et ça permet vraiment d'avoir les idées claires. Donc concrètement pour synthétiser un peu tout ça, si les personnes qui nous écoutent veulent se questionnent pour se diriger vers une formation de médecine traditionnelle dont elles ne sont pas issues, il faut avoir de la conscience, de la connaissance, en se formant avec des gens qui sont issus de cette culture, pour pouvoir respecter du coup cette connaissance et bien la retranscrire, et en citant et en valorisant des personnes de cette culture. Voilà. Et par exemple, moi des fois, voilà, je partage un petit peu ma routine ayurvédique du matin, et cetera. Et je pense qu'en tant que créateur de contenu, peut-être que voilà, tu as envie de parler d'Ayurveda, peut-être au lieu de te prendre la tête à faire une vidéo, toi, où tu vas montrer ta routine dans ta salle de bain, et peut-être que tu peux partager une vidéo d'un médecin ayurvédique indien en story, ça sera peut-être aussi bien, quoi. Exactement. Tu peux Mm. partager, tu peux inviter voilà, une personne, tu vois, Mm. une personne indienne ou issue de cette culture-là dans une petite interview. Il y a Mm. plein de modalités en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Sur l'aspect du profit financier, on peut aussi imaginer des systèmes de, comment dire, de financement de projet, par exemple, Ouais. dans les pays concernés, sans Mm. faire humanitaire, parce que ça, c'est vraiment pas Ouais. ni ma tasse de thé, mais il y a moyen, en tout cas, d'aller travailler sur ces problématiques-là de manière très très concrète. Mm. Tu as parlé d'humanitaire, ça va faire une bonne petite transition, parce que je voulais terminer ce sujet de la décolonisation pour faire le parallèle avec le voyage, parce que ce podcast parle aussi de voyage, et moi je suis agent de voyage à la base, et cette histoire toutes ces études de décolonisation, moi je les ai plutôt d'abord étudiées par rapport au tourisme. Et du coup je voulais te poser la question aussi, pour terminer sur ce sujet, si toi tu voyageais, si tu avais quelque chose aussi à dire par rapport
à ce truc-là. Peut-être que du coup, c'est par rapport à l'humanitaire. Je sais pas, dis-moi, voilà. Comment, selon toi, voyager sans être un colon des temps modernes? Alors, j'ai déjà fait une interview du coup qui est sortie du coup la semaine d'avant ton interview, que j'ai fait la semaine dernière au moment où on enregistre, où on a parlé de tout ça aussi. Donc peut-être que ça fera un bon complément aussi. Je te laisse dire ce Ok. que tu as à dire. Alors, à ce sujet, encore vaste sujet, mais donc pour clore l'idée de, enfin la question sur l'humanitaire, moi c'est pas ma tasse de thé. L'humanitaire c'est vraiment pas mon truc parce que on est dans une vision encore Mmh. néocolonialiste, encore de, on a des pays sous-développés, on a des pays développés, faut aller les aider, sachant que les pays qui sont en difficulté ou en tout cas, bon, on cible souvent les pays appelés du tiers-monde, les pays d'Afrique, etc. C'est des pays, pourquoi ils sont en difficulté? Parce qu'ils ont été Mmh. colonisés, parce qu'on a pillé et qu'on pille toujours leurs ressources, parce que on est allé péter leurs structures traditionnelles, qu'on est allé mettre des frontières complètement ahurissantes, qu'on est allé créer des conflits géopolitiques, etc. Donc, faut aussi garder ça en tête et que pour moi, l'humanitaire, c'est à la fois un pansement sur une jambe de bois et en même temps une vision encore européenne-centrée, colonialiste de je vais aider le pauvre petit Africain Mmh. qui est mort de faim, qui est complètement décentré de la réalité. Voilà pour l'humanitaire. Ensuite, pour la question du voyage, c'est hyper intéressant comme question. Et je me rends compte que finalement, je me suis débrouillée une grande partie de ma vie pour éviter ce problème. Parce que moi, j'adore voyager. C'est vraiment un truc qui me nourrit énormément. J'ai hâte qu'on puisse voyager à nouveau. Et Oui. je me suis débrouillée pour la plus grande partie de ma vie ne voyager qu'en Occident. Donc voyager en Europe aussi pour des raisons financières, pratiques, etc. Euh, donc bah, la question du colon des temps modernes ne se pose pas dans ce cadre-là. Mais j'ai commencé à faire des voyages extra-européens, après très peu finalement. Mais c'est hyper intéressant. Et en tant que personne racisée, moi, ça m'a vraiment percuté parce que le premier voyage percutant dans ce sens-là que j'ai fait, c'est un voyage en Ukraine. Avant tout ce qu'il a pu se passer en Ukraine. Mmh. Et j'ai fait un voyage de 3 semaines en Ukraine avec une personne ukrainienne. Et c'était vraiment un peu une révélation dans le sens où c'était un pays où effectivement, quand on est français, qu'on se retrouve en Ukraine, on a un pouvoir d'achat hallucinant. Hallucinant. Enfin, au moment où j'y suis allée, on pouvait manger pour à peu près 1,50 €, 5 € quand on allait dans un vrai resto plutôt chic. Voilà, on prenait le métro pour 20 centimes et du coup, en tant que touriste, on s'embêtait même pas à prendre le métro. En fait, on prenait un taxi parce que ça allait nous coûter 1 €. Enfin, tu vois, il y a toute cette dynamique qui est la question vraiment du pouvoir d'achat et la question financière qui peut vite être piégeuse quand on voyage. Mmh. Et je me suis vite rendu compte en fait de l'écueil de ça, c'est-à-dire que tu te retrouves à plus te poser la question de si tu vas acheter un truc ou pas finalement parce que pour toi ça vaut rien. Et il y a un décalage énorme avec la population locale et ça peut avoir pour écueil de te faire prendre une posture très colon des temps modernes justement. Mmh. Et c'était très intéressant d'être dans une position où je puisse mettre ça en perspective, en dehors des questions raciales, puisque là pour le coup c'était plutôt les Ukrainiens qui avaient des postures racistes qu'autre chose. Mais en tout cas sur J'imagine. la question financière, c'était très très intéressant. Euh, alors, pour la question du voyage, moi, j'invite tout le monde à suivre un compte sur Instagram qui est celui d'Aben Africa. Je sais pas si tu connais. Euh, Il s'appelle juste comme ça ou c'est un...
c'est Aben Africa. Ok, ok, non, je connais pas celui-là. Alors ça, vraiment, c'est une pépite. Surtout en ce moment à suivre en story, puisqu'elle est en voyage en Afrique. Elle va faire, même en Afrique, et d'ailleurs, il me semble qu'elle a prévu d'aller sur d'autres continents. Elle a prévu de faire une dizaine de pays et de faire un petit guide aussi de voyage. Cette fille-là est extraordinaire. Elle est, si je me souviens bien, guadeloupéenne. Et elle travaille sur la relation avec la culture afro et les liens avec l'Afrique. Et là, elle a un gros travail sur le fait de montrer l'Afrique qu'on ne montre pas. Et elle voyage dans plein de pays. Et en ce moment, elle fait plein de stories où tu vois mais des merveilles aussi bien culturelles qu'architecturales, etc. Et on est loin de l'image de l'Afrique avec les petits-enfants dénutris ou malnutris et la pauvreté et les gens n'ont rien et ils ne vivent avec rien, Hmm. etc. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et je vous invite vraiment à la suivre parce que c'est de l'émerveillement en fait, hein, clairement, on est vraiment sur de l'émerveillement de voyage et elle soulève plein de questions très intéressantes. Et justement, j'ai regardé une story, je pense aujourd'hui ou hier, je me souviens plus, où elle expliquait que c'est pas possible, tu vois, les touristes qui prennent les gens en photo. Et justement, Hmm. elle prend toujours des guides locaux, donc ça, je pense que c'est aussi une des clés très importantes. C'est quand on se déplace dans un pays, de prendre un guide du cru, parce que pour moi, on peut pas comprendre un pays, une culture différente si on est juste comme ça en tant que voyageur touriste. Je fais vraiment une grosse différence entre le voyage vacances et le Hmm. voyage découverte. Moi personnellement, je suis pas du tout voyage vacances. Enfin, j'aime voyager pour découvrir un maximum possible les endroits et je vais aller visiter énormément de choses et je vais aller goûter énormément de choses et essayer de discuter le plus possible avec des personnes plutôt que d'aller à la plage et voilà, de profiter un peu de la chaleur. Voilà, c'est plutôt ça mon style de voyage. Et du coup, je pense que c'est hyper intéressant d'aller solliciter, bah, encore une fois, comme pour l'appropriation culturelle, des acteurs locaux. Donc, au lieu de passer par des grosses agences de voyage, on peut trouver des agences de voyage, par exemple, qui sont, comme on dit, black-owned, par exemple, pour Mhm. l'Afrique. On peut trouver des guides locaux sur place. On peut se déplacer aussi avec des personnes tout du local en fait, sur les restaurants aussi, sur les hôtels aussi. En fait, il y a vraiment une attention à porter parce que ça peut vite être très occidentalisé et être tenu encore une fois par le grand capital. Mais on peut aussi trouver des choses du cru et on aura aussi beaucoup plus d'authenticité. Se souvenir qu'on interagit avec des humains et Hmm. des personnes qui ont une valeur qui est ni au-dessus ni en dessous de la nôtre. Donc là, elle donnait cet exemple, voilà, où des touristes voulaient absolument prendre en photo son guide qui était Maasai, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en habit traditionnel. Et lui était très gêné à essayer de leur faire comprendre que non, en fait, c'était pas possible, que ça se faisait pas, tu vois. Et ils ont pris quand même la photo, tu vois. Donc là, Hmm. il y a un manque de respect total. Euh, alors que tu vois, cette personne, ce guide-là, prend volontiers des photos avec des touristes quand il a discuté avec eux, que le courant est bien passé, etc. Comme en fait toute personne lambda. Est-ce que toi, tu t'imagines te promener dans la rue et puis qu'il y a un touriste qui te demande de te prendre en photo parce que tu fais local, tu vois, c'est complètement déplacé. Donc évitons d'être des colons des temps modernes Hmm. en donnant notre argent aux personnes concernées et aux locaux et en ayant une attitude respectueuse, C'est respectueuse des clair. gens, quoi, parce que juste, on peut pas faire ça, à un moment donné, c'est juste pas possible, quoi. C'est clair. Bah, t'as totalement raison et c'est trop bien parce que ça fait complètement un parallèle avec l'interview que j'ai faite donc la semaine dernière, qui sera l'épisode 3 du podcast, avec en fait Julien Buot, qui est le directeur de l'association et du label d'agence de voyage Agir pour un tourisme responsable, et avec qui j'avais travaillé pour faire la charte éthique du voyageur, où justement, en fait, on donnait des conseils pour que les gens
prennent un petit peu conscience et réfléchissent à deux fois avant de faire ce genre de trucs comme prendre les gens en photo. Juste se mettre à la place des gens et voilà. Donc je remettrai dans les notes de cet épisode cette référence-là. Et d'aller voir, du coup, pour les gens qui nous écoutent et à qui ça intéresse, d'aller voir ce que fait l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable, d'aller sur leur site et sur leur réseau pour voilà, s'informer et remettre en question certaines pratiques. Aussi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est qu'on a parlé de ça la semaine dernière, cette notion de pouvoir d'achat très différent. Donc toi, c'est marrant parce que tu as parlé de l'Ukraine, qui est pas du tout un pays sexy, on va dire. Pas du tout un pays de digital nomade. Parce que moi, je posais cette question-là parce que par rapport un peu aux pays asiatiques, à Bali, etc. Moi, j'ai l'intention d'y poser un petit peu mes valises et du coup, j'essaie de poser un peu des questions. Comment être un digital nomade responsable? Comment faire pour que, ok, je vais dans un pays, c'est cool, je vais payer 180 € par mois ma villa avec piscine et mon acai bowl 3 balles. Et du coup, comment je gère un petit peu cette posture de je viens profiter un peu du fait que j'ai un pouvoir d'achat de ouf. Donc il y a quand même plein de moyens d'avoir un impact positif malgré tout ça. Déjà en prenant conscience et en rendant à César ce qui est à César et en respectant un minimum les gens. Donc voilà, c'était trop intéressant cette question-là. On va revenir un petit peu pour finir un petit peu la dernière partie de cette interview sur des sujets de naturopathie. Tu es une naturopathe engagée. On a pu le voir. Comment pour les naturopathes et les futurs naturopathes qui nous écoutent, comment être un naturopathe engagé? Je sais que par exemple, tu as adopté un système de bourse. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça et nous dire s'il y a d'autres sujets? On a aussi parlé du fait que tu proposais pas forcément des compléments, c'est aussi une façon d'être engagé dans le sens de rendre la naturopathie accessible. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres exemples et nous parler un petit peu de la bourse, du système de bourse? Oui. Alors, alors, moi, je me définis comme naturopathe engagée parce que c'est hyper important pour moi de porter mes valeurs personnelles, comme j'ai dit avant, dans ma pratique. Donc, qui sont des valeurs de féminisme, qui sont des valeurs d'antiracisme, d'écologie, d'accessibilité en général. Et je pense que c'est vraiment très important quand on se projette en tant que thérapeute de comprendre que notre personne est au cœur de notre pratique et que on est notre premier outil. On a tendance à vouloir collecter énormément d'outils pour aider les personnes, accumuler par exemple les formations, les techniques, etc. Il faut se souvenir qu'au centre, c'est quand même nous et qu'on fait un métier qui est de l'ordre de l'humain et donc qu'il faut travailler sur soi. Donc il y a plein de moyens de travailler sur soi, mais en tous les cas, pour la notion d'engagement, c'est aussi de se questionner sur quelles sont nos valeurs personnelles, quelle est notre éthique professionnelle d'un côté, et quelles sont nos valeurs personnelles, et trouver des méthodes pour les faire coïncider. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire une pratique qui fait sens pour soi, et qui arrive aussi à trouver son public, qui arrive à trouver un écho chez les personnes qui vont venir nous solliciter et qui arrive à mettre un peu plus de bien dans notre société, j'ai envie de dire. Donc moi, ce que j'ai déployé autour de ça, effectivement, c'est d'être beaucoup plus ouverte sur mes positions idéologiques et militantes, que ce soit voilà, sur le véganisme, le féminisme, l'antiracisme, l'écologie, etc. Moi, je suis très claire sur ce que je pense et du coup, j'attire aussi des personnes qui sont en cohérence avec ça ou qui sont en recherche ou en questionnement par rapport à ça. Et voilà, je m'en cache pas non plus dans les moments de pratique.
Donc mon engagement, il est aussi de l'ordre du discours avec tout ce que je peux partager sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, il est sur la question donc, que tu soulèves, qui est la question financière. C'est quelque chose, je pense que on devrait tous se la poser parce que le problème de la naturopathie, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas encadré par l'État et qui donc n'est pas remboursé non plus par la sécurité sociale. Donc on arrive très vite sur une problématique financière. Et pour moi, c'était vraiment hyper important de faire en sorte d'avoir une pratique la plus accessible possible. Parce que c'est bien beau de dire que les médicaments, c'est pas super, Mm. mais qu'est-ce qu'on donne comme alternative aux gens? Et on sait que voilà, une consultation chez un médecin, c'est 25 euros, ça va être remboursé. Bon, si on calcule le rapport prix-temps, finalement, c'est très cher, mais ça coûte à la société, mais ça coûte pas individuellement. Et du coup, on peut pas dire à une personne, bah, au lieu d'aller chez le médecin, va voir un naturopathe. Moi, en l'occurrence, ma première consultation, elle coûte 75 euros. Donc, au lieu de rien payer, quasiment, tu vas payer 75 euros. Et ensuite, tu vas mettre en place un protocole de santé avec des compléments qui coûtent quand même ultra cher de manière générale, alors que sinon, tu aurais une prescription médicale avec des médicaments qui te seront eux aussi remboursés. Donc, il y a vraiment cette question-là. Donc il y a la question de se dire, à un moment donné, bah, ça veut dire que les médecines naturelles alternatives, où on est quand même sur des choses moins invasives, avec pas d'effets secondaires, pas de dégradation sur le long terme, finalement, c'est inaccessible pour une grande partie de la population. Et ça, c'est juste trop problématique. Donc, on peut pas non plus faire les choses gratuitement, malheureusement et on ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'ai essayé de trouver un juste milieu pour pas me retrouver avec une clientèle uniquement aisée et avoir Mm. toujours exactement le même public. Donc la première chose que j'ai mis en place, c'est de travailler avec des choses les plus simples possibles et les moins coûteuses possibles. Donc effectivement, mon engagement de ne pas utiliser des tonnes de compléments alimentaires, c'est aussi parce que je trouve pas que ça ait un sens euh, de faire ça. Mais quand j'ai besoin de recourir à des compléments alimentaires, j'essaye, ou enfin en tout cas des compléments naturels, hein, que ça soit un complément alimentaire, c'est pas forcément des gélules, hein. Ça peut être tout un tas de produits de phytothérapie, par exemple, ou aromathérapie, etc. J'essaye d'aller sur les choses les plus simples, les plus entières possibles et les moins chères possibles. Je donne un exemple. Euh, J'avais fait des posts d'ailleurs sur Instagram sur ces outils-là, sur mes outils naturaux préférés. Mes outils naturaux préférés, on va retrouver l'argile par exemple, parce que l'argile c'est très efficace, c'est polyvalent dans ses applications, c'est polyvalent dans ses modes d'utilisation, ça convient à presque tout le monde et c'est très peu cher. Donc j'ai tendance à beaucoup utiliser l'argile plutôt qu'aller utiliser un complément alimentaire ultra perfectionné qui va coûter très très cher. Autre outil que j'adore, dont j'ai parlé sur mon compte aussi, c'est le brossage à sec. Le brossage à sec, c'est une technique qui fait qu'une fois qu'on a acheté une brosse qui coûte dans les 10 euros, on peut se faire un drainage lymphatique tout seul, chez soi en autonomie, tous les jours ou quand on veut. Et on n'a pas besoin d'aller payer ni du massage lymphatique, ni je ne sais quel autre complément sorti de je sais pas où, ou ni quel outil technologique qu'on essaye de nous vendre encore pour masser le corps sur un plan lymphatique. Donc voilà, Mm. il y a cette réflexion de me dire, les personnes, elles viennent, elles payent 75 euros sur une première consultation, 60 euros sur les consultations suivantes. C'est un investissement financier qui est quand même important, sachant que en naturopathie, on est globalement sur une séance tous les mois quand on travaille un cas concret euh, de symptômes ou de pathologie. Donc ça peut vite quand même être assez important financièrement. Du coup, c'est inconcevable pour moi que les personnes ressortent de la séance avec en plus une liste de courses dont les montants peuvent vite être très très élevés, hein. Parmi les personnes Mm. qui ont vu
des thérapeutes qui leur ont conseillé plein de compléments alimentaires. Ils me disaient, mais je ressors de la séance avec 100 à 200 euros de compléments à acheter. Donc ça, c'est inenvisageable. Waouh. Donc c'est inenvisageable pour moi. Donc il y a cette première chose. Et un élément sur lequel j'insiste en consultation, c'est que j'insiste sur le fait que quand je donne un conseil, c'est important de me dire s'il est adapté. C'est-à-dire, est-ce qu'il est faisable pour la personne dans son rythme de vie, dans ses affinités, est-ce que c'est quelque chose qui lui parle, et financièrement, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible? Parce que l'avantage de la naturopathie, c'est qu'on a énormément d'outils qu'on peut mobiliser et on peut toujours trouver une alternative, on peut toujours trouver autre chose. Et c'est une pratique qui est très axée sur la personnalisation du suivi. Et la personnalisation, elle doit pour moi aussi prendre en compte des enjeux qui sont très concrets, qui sont financiers. On ne peut pas dire à quelqu'un, bah, pour se soigner, il va falloir dépenser des centaines et des centaines d'euros tous les mois. C'est pas possible en fait. Donc il y a cette première chose. Et puis deuxième chose, effectivement, comme tu l'évoquais, j'ai décidé de mettre en place les bourses naturaux. Donc j'ai longtemps réfléchi parce que c'est quand même un sujet qui est très compliqué à trancher sur qu'est-ce qu'on propose comme politique tarifaire. Au tout début, quand j'ai commencé, j'avais proposé un système de forfait avec plusieurs séances, donc qui faisait un tarif réduit au total. Mais ce système de forfait, il implique quand même d'être capable de débourser une somme importante d'un premier coup la première fois, même si sur le long terme, c'est moins cher. C'est le problème de l'investissement. Et ça avait été très bien soulevé, je crois, parce que c'était par Rosenlev sur Instagram, qui avait fait un post sur les culottes menstruelles, qui était très intéressant, sur le fait que, je donne cet exemple concret, on dit voilà, les culottes menstruelles, c'est super, c'est écologique et tout, et surtout, c'est beaucoup moins cher que des protections jetables, mais c'est moins cher sur le long terme. Il faut qu'un Hmm. mec être capable de débourser 35 à 40 euros d'un coup pour une culotte, donc il en faut plusieurs. Ouais. Euh, une fois qu'on les a achetés, ok, c'est bon, mais c'est plus simple de s'acheter un paquet de tampons qui sera moins cher sur le moment. Donc il y a cette question-là. Donc finalement, j'ai abandonné ce système de forfait parce que je trouvais que c'était pas adapté euh, à la clientèle que j'avais envie de cibler, entre guillemets, en tout cas, de, de, de permettre l'accessibilité à mon suivi. Et du coup, je me suis tournée vers ce système de bourse très inspiré par Cléa Trimming Raccoon sur Instagram, qui me semble, c'est à travers son biais à elle que j'avais entendu pour la première fois ce Hmm. système. Je trouvais ça hyper intéressant euh, parce que je m'étais posé la question du tarif à la ressource. C'est-à-dire de dire, voilà, si tu gagnes plus de temps par mois, c'est tant, moins de temps, tu vas de faire un barème. Mais ce qui me gênait par rapport à ça, c'est le côté justificatif, le Hmm. côté avis d'imposition. Donc tu fais comment en fait? Soit tu fais confiance, tu peux effectivement faire confiance aux gens, ou alors il faut demander des justificatifs et compagnie. Je trouvais que ça devenait vite compliqué et ça impliquait que les personnes qui viennent en consultation soient dans une position de se justifier quelque part. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tarif fixe en consultation, à la fin de chaque consultation, bah, on va demander voilà quel est le tarif que vous choisissez. Et il y a des personnes qui peuvent être très mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'on sait que surtout en France, la question de l'argent et des Hmm. revenus, c'est hyper tabou. Donc ça me convenait pas trop. Du coup, je me suis dit, allez, système de bourse. Donc le système de bourse, c'est 3 tarifs par mois qui sont ouverts. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai un tarif à 75 pour les premières consultations, à 60 pour les deuxièmes. Là, ce que je propose, c'est 35 euros, 45 euros et 55 euros tous les mois. Donc, il y en a 3, avec 3 tarifs différents. Et les personnes qui sont intéressées, qui en ont besoin, me contactent pour me demander le tarif de leur choix, sans aucune justification demandée. Donc je pars du principe que si vous venez me demander, c'est parce que vous en avez besoin, pas besoin d'avis d'imposition ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est un système que j'ai mis en place il y a quelques temps et qui me fonctionne vraiment super bien. Je suis vraiment très contente parce qu'au final on se rend compte que les gens, surtout qui sont dans une démarche de naturopathie ou comme tu l'as dit, on est dans une démarche où on est responsable de sa santé.
c'est des gens qui sont très responsables, enfin, il faut arrêter aussi avec le mythe des assistés et des profiteurs, tu vois, les gens, quand ils viennent solliciter une bourse, c'est parce qu'ils en ont besoin. Donc il n'y a pas besoin d'aller leur demander un justificatif ou je ne sais quoi. Et du coup, ça a permis de rendre accessibles les suivis naturaux à vraiment pas mal de personnes. Et ce que je fais, c'est que c'est pas un one shot non plus. Parce que pour moi, c'était aussi très important de pas avoir le truc de voilà, t'as une séance pas chère, puis après, bah, t'es obligé de payer cher alors que t'as toujours pas les moyens. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a pris un des trois tarifs, on a toujours quand même accès à un des deux autres. Et une fois qu'on a fait les trois tarifs, on repart à zéro et on peut toujours avoir ce tarif réduit. Bah, dans la limite, la seule limite à ça, c'est que ça soit pas pris par quelqu'un d'autre. Mm. Et en tout cas, jusqu'à présent, ça m'a permis d'avoir des consultations avec des nouvelles personnes. Simplement, tu vois, par exemple, des gens qui avaient besoin de faire le point sans avoir forcément un suivi, mais faire un bilan un petit peu sur leur hygiène de vie, leurs besoins, etc. Et faire des vrais suivis avec pas mal de personnes qui, du coup, peuvent bénéficier, qui bénéficient par exemple tout le temps de ce tarif parce qu'elles sont dans la même situation financière, et d'autres personnes qui ont des moments où c'est plus compliqué que d'autres et qui vont parfois solliciter le tarif, parfois non. Donc c'est hyper flexible. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Alors ça va peut-être être amené à évoluer à l'avenir en fonction des demandes, tu vois, si je vois que c'est pas suffisant, mais pour l'instant c'est largement suffisant et ça fonctionne vraiment super bien. Et j'ai aussi le fait que j'ai cette attention aussi dans mes conseils par rapport au coût des conseils en eux-mêmes, c'est aussi très complémentaire parce que pareil, une personne qui va être capable de payer 35 euros pour une consultation, on va pas non plus aller lui faire acheter 200 euros de complément derrière, ça va ensemble. Mm. Voilà pour le système en tout cas d'accessibilité financière à la pratique. Ok, trop cool. Bah, bravo à toi d'avoir mis tout ça en place. Et j'espère que pour les naturopathes ou les naturopathes en devenir qui nous écoutent, ça leur donnera envie de faire ça et de communiquer là-dessus. J'avais une avant-dernière question, mais c'est vrai on a pas mal évoqué ça déjà, donc on va pas revenir lourdement dessus. Mais la question c'était donc par rapport à la médecine allopathique, donc la naturopathie c'est un complément de la médecine allopathique. On n'est pas contre la médecine générale, il y a pas de débat là-dessus. Mais du coup, ben ça t'arrive aussi du coup sur Instagram de dénoncer certaines pratiques lors de tes expériences chez le médecin, etc. Et juste, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit au début de l'interview, mais est-ce que c'est ça aussi la naturopathie engagée, d'aller un petit peu titiller les pratiques un peu obsolètes ou qui ont des lacunes en fait. Voilà. Complètement. Complètement. Alors moi, je suis pas. Alors encore une fois, je suis pas contre la médecine conventionnelle. Je considère que c'est nécessaire, que c'est une médecine qui est indispensable dans les cas d'urgence, par exemple, ou dans les cas très graves. Ou, voilà, c'est pas du tout. On n'est pas du tout dans l'idée de la médecine conventionnelle, c'est mal, comme tu l'as dit. J'en ai moi-même bénéficié dans un parcours de santé très très lourd et ça m'a sauvé la vie, clairement. D'un côté, ça m'a détraqué des choses, mais d'un autre côté, ça m'a sauvé la vie. Donc, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Mais ce qui est important de se mettre en tête, c'est que la médecine occidentale conventionnelle n'est pas toute puissante et toute sachante. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est comme partout, c'est le problème du dogme. Pour moi, on est rentré petit à petit dans une sphère où on a mis la religion de côté, mais finalement, on s'est créé une nouvelle religion qui est la science, finalement. Sauf que la science, elle est en perpétuelle évolution. Elle peut se tromper et elle est manipulée, en tout cas, ou en tout cas, son tissu est fait d'œuvres humaines qui sont donc influencées par des personnes et par des personnes qui sont dans des systèmes de pensée et des systèmes sociaux. Donc voilà, on parle beaucoup de la science comme outil très objectif, etc.
Pas toujours et pas tant que ça. Donc c'est important pour moi, pas forcément de toujours remettre en question, on n'est pas dans le truc de voilà, il faut tout ébranler forcément, tu vois. Mais en tout cas, de questionner et de donner les outils aux gens, de se positionner aussi en tant qu'individu qui a une connaissance, puisque je considère que les personnes qui souffrent de troubles, par exemple, sont les premiers experts en la matière, puisque c'est eux qui les vivent, qui les ressentent, ils connaissent très bien leurs mécanismes, et c'est en travaillant main dans la main avec eux qu'on peut avoir des superbes résultats, et pas en allant leur plaquer des protocoles dessus. Et il y a des écueils comme partout, alors des écueils qui sont liés au système, comme on l'a évoqué, qui est basé sur, je le rappelle, le colonialisme, et un peu le capitalisme aussi. Donc ça va être des écueils structurels et systémiques qu'il faut quand même mettre en lumière pour pouvoir prendre du recul, et ça collectivement, même les praticiens, les médecins peuvent prendre du recul, et il y en a qui le font très bien. Et puis il faut aussi, à titre individuel, reprendre un peu du pouvoir là-dessus, et être capable, dans des situations qui sont inacceptables, de pouvoir se positionner en tant qu'humain qui n'est pas inférieur au médecin qu'il a face à lui, qui est un individu qui a autant de poids, si ce n'est plus, puisque c'est son propre corps et sa propre santé, et être capable de dire non, être capable d'aller voir un autre médecin, à être capable d'aller voir des praticiens alternatifs ou paramédicaux, être capable de se renseigner par soi-même, et ça c'est hyper important. Et pour ça, il faut déconstruire un peu ce qui se passe et oser dire bah ça c'est pas ok quoi. Mm. Il y a des choses qui se passent parfois quand on est dans un système médical, et c'est, je mets la faute sur personne en particulier, c'est-à-dire que parfois, très souvent, c'est la faute du système. Surtout, par exemple, quand on est dans le système hospitalier, qui est un système, on le sait, on l'a vu, qui est pressurisé, qui manque cruellement de moyens financiers et humains, et qui, du coup, en est réduit à faire des choses qui sont pour moi à l'antithèse de l'objectif de base, parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Donc là, on a des cas de maltraitance, bah, ça avait été bien soulevé par Anna Roy, par exemple, pour sa campagne sage-femme maltraitante ou quelque chose comme ça, où elle expliquait que bah voilà, et quand il y a plusieurs femmes qui accouchent en même temps dans différentes salles d'accouchement, bah, du coup on est maltraitant avec ces femmes-là parce qu'on n'a pas le temps, et parce que voilà, on n'a pas les mots justes, etc., etc. Et ça, moi j'ai pu l'observer en tant que patiente dans le système hospitalier par une expérience assez importante. Euh, et là, on est dans un cas aussi un peu de faiblesse, parce que on a une pathologie, ou on est dans un état de faiblesse physique ou émotionnelle, et qui fait que ça peut être très facile en fait de se laisser dominer par des discours ou par des personnes qui vont être maltraitants. Et je pense que c'est important qu'à chaque fois que des choses là se passent, de le déconstruire ensuite et de le déconstruire en public, pour faire que ça ne puisse arriver aux autres. Et que du coup, le fait de le savoir, le fait d'être préparé, le fait de l'avoir entendu plusieurs fois, en fait, quand ça t'arrive, tu es capable de te dire stop. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que moi je partage un peu ces réflexions-là et ces expériences-là, parce que il y a d'un côté un système qui est très oppressif et qui va faire en sorte que même les meilleures personnes vont être dans des situations de maltraitance possible. Et puis il y a aussi des personnes où juste c'est pas possible quoi. Mais ça, c'est comme partout. Il y a des personnes qui vont avoir des attitudes maltraitantes, et juste il faut être capable de se dire que un, on peut leur répondre, que deux, on n'est pas obligé de faire ce qu'ils nous disent. C'est pas parce que c'est un médecin qu'on est obligé de faire ce que le Mm. médecin prescrit. On a quand même le libre arbitre et la maîtrise sur son corps, et que en plus on peut aller voir quelqu'un d'autre. C'est possible ça. Hein. Souvent on se sent vite enfermé par une prescription médicale. En plus voilà, sur une personne qui va être un peu qui va avoir un ascendant par exemple un peu psycho-émotionnel, on va vite se sentir obligé de faire les choses, mais on n'est en aucun cas obligé de faire les choses. Et d'ailleurs moi j'ai un médecin qui est extraordinaire par rapport à ça,
qui le répète, moi, il me fait des prescriptions et il me dit, mais après, je sais très bien que quand vous sortez de là, si en fait ça vous va pas, vous allez annuler le rendez-vous, vous n'allez pas le faire, ou voilà. Mais ça, c'est important de se dire qu'on est dans une discussion et qu'on est quand même premier concerné, donc c'est à nous qu'appartient la décision finale. Et du coup, il faut juste en parler parce que je pense que peut-être qu'il y a des praticiens, des médecins qui ont besoin de déconstruire des choses et qui sont pas conscients des systèmes qu'ils ont internalisés. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont tout simplement maltraitants et qu'il faut complètement éviter et blacklister. Et puis surtout, il y a un système qui est à remettre en cause et qui est à refonder, mais ça, c'est effectivement, surtout pour le cas hospitalier, très compliqué, sans moyens. Mm. Il y a toujours des choses à faire. On voit en plus en ce moment, moi je vois sur Instagram l'émergence de pas mal de jeunes médecins qui sont hyper conscientisés, qui font vraiment attention, qui portent des luttes, effectivement, comme des luttes antiracistes, des luttes contre la grossophobie, qui sont très ouverts aux questions de transidentité, par exemple, aux questions de genre. Enfin voilà, il y a des choses qui sortent parce qu'on est aussi une nouvelle génération, on est une génération des réseaux sociaux où on a un autre mode de communication et d'information qui fait que ça casse un peu les codes et les carcans et les cases. Euh, mais voilà, c'est aussi de la responsabilité de chacun, que ça soit les professionnels, que ça soit les individus qui vont consulter et que ça soit le collectif même au niveau de la société. Donc je pense qu'il faut prendre les choses par un petit peu tous les bouts. Et je me permets de dire des choses en consultation, je me permets de dire des choses sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est des échanges euh, qui, qui naissent de ça, qui créent vraiment, tu vois, qui créent vraiment l'espoir en fait pour la suite. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on peut très bien échanger et que moi, je connais des médecins, j'échange avec des médecins en toute sérénité et que en fait, les, les lignes bougent de plus en plus. Et je pense que c'est notre rôle aussi, en tant que thérapeute alternative, d'essayer de faire aussi un petit peu bouger les lignes pour que les choses s'assouplissent en fait et qu'on ait plus ce côté très manichéen. Mais voilà, le conventionnel, l'alternatif, en fait, on a aussi plein de cas de pays où les choses fonctionnent main dans la main de manière institutionnalisée et où ça fonctionne extrêmement bien. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive en France à ouvrir un petit peu des portes entre tout ça et quitte à péter des choses, tu vois, mais effectivement, Mm. il y a des choses qu'il faut dénoncer, il y a des choses qu'il faut modifier et ça c'est une réflexion qui est collective. Trop bien. Merci beaucoup pour ce message positif de la fin. Ouais, le message positif final, c'est qu'on a le pouvoir et on a maintenant la capacité de prendre conscience et de prendre le pouvoir. Et c'est trop bien. Il y a de l'espoir. Et c'est moi qui suis honorée au final de t'avoir offert un espace d'expression et que on ait pu élever le débat et s'éclairer. La question finale signature du podcast, c'est quoi la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie? Il y en a plein des meilleures décisions, mais je pense que c'est ce rendez-vous en thérapie, je dirais, ma meilleure Ouais. décision, parce que finalement c'est ce qui a déclenché ensuite tout un tas de choses, mais Mm. c'est même, je dirais, je vais raconter un peu ma vie, mais c'est la décision de retourner en thérapie, et je pense que c'est important d'en parler aussi, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, c'est que moi j'ai fait quelque chose qui arrive assez fréquemment, c'est-à-dire que j'ai pris un premier rendez-vous avec ma thérapeute, je l'ai fait, il s'est super bien passé, et après, j'y suis pas retournée. J'ai annulé certains rendez-vous, ou alors j'y suis pas retournée, et ça arrive assez fréquemment au final en thérapie, quelle que soit la thérapie. Et finalement, je crois un an plus tard ou quelque chose comme ça, j'ai repris un rendez-vous et là j'y suis allée et là on s'est engagé dans le processus thérapeutique qu'on a mis en place. Et je pense que c'est ça la meilleure décision de ma vie, c'est d'avoir eu le courage
d'y retourner. Et je pense que on a des structures psycho-émotionnelles qui sont très fortes, qui sont souvent délétères, mais qui nous ont d'un autre côté sauvés dans notre construction, et qui font que ça peut bloquer à des moments sur les processus thérapeutiques, parce que quand on va sentir que ça peut bouger, ça fait peur aussi. Et le message que je voudrais donner, c'est que c'est ce qui peut arriver de meilleur, en fait, c'est de péter les structures. Et que il faut avoir le courage de se lancer, ou éventuellement de se relancer, même si vous annulez plein de rendez-vous avec quelqu'un. Dites-vous que c'est peut-être parce que cette personne a touché quelque chose, et qu'il faut, à un moment donné, prendre un peu les armes et y retourner. Voilà, meilleure décision de ma vie. Parfait. Voilà, pour les gens qui nous écoutent, si vous cherchez quelque chose pour prendre en main votre vie, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Bon, merci beaucoup, beaucoup, Anne, pour cette interview. Je suis trop contente. Voilà, ça a été long, mais je pense que c'est super intéressant. Donc, voilà, merci beaucoup. On mettra toutes les références qu'on a citées en note du podcast. Et puis, voilà, on te retrouvera sur ton Instagram tous les jours. Ça marche. Merci beaucoup. Je te souhaite une super journée. Salut. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux, et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner, et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi, et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!